Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc, toujours dans la continuité des solutés de remplissage. Donc, on va essayer de terminer avec le glucosé à 5%. Et donc, on va entamer aujourd'hui, Inch'Allah, les propriétés du glucosé à 5%. Donc, il faut savoir que le glucosé à 5% est une soluté hypotonique. Ça veut dire que il exerce un effet hypotonique au niveau du milieu extracellulaire. Et on va voir par la suite que le glucosé à 5% est le soluté de choix pour la thérapie des déshydratations intracellulaires. Donc, il est classé dans la classe des solutés glucosés, donc qui contient du dextrose et une source glucidique. Passons maintenant à la composition du glucose à 5%. Donc c'est un soluté qui va intéresser surtout le milieu intracellulaire, hein, et on avait dit que le glucosé était le soluté de choix pour le traitement des déshydratations intracellulaires. Il a une osmolarité de 252 millimoles par litre, donc ce qui fait que c'est un liquide hypotonique. Il a un pH à 4. La teneur en dextrose de ce soluté glucosé, il est de 50 grammes par litre, donc comme source glucidique. D'accord ? Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le soluté glucosé à 5% ne contient aucun ion, ni le sodium, ni le chlore, ni le potassium, ni le magnésium, ni le calcium. Donc c'est vraiment un mélange d'eau et de glucose. Essayons de voir maintenant le comportement de ce glucosé à 5% dans l'organisme. Donc une fois le glucosé 5% est injecté au niveau de l'organisme, il se distribue à 100% au niveau du milieu intravasculaire. Ça veut dire qu'il va se retrouver au niveau de la circulation générale. Mais après un certain temps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la diffusion de pratiquement la totalité de ce glucosé à 5% vers le milieu intracellulaire. Vers le milieu intracellulaire. Et c'est pour cette raison qu'on avait dit que le glucosé à 5% était le liquide de choix pour les déshydratations intracellulaires. Parce que vous voyez que après diffusion, après les 100% de diffusion au niveau du milieu intravasculaire, pratiquement, on va voir que le PEV-TRO, il est très très faible, hein, et donc presque toute la totalité du liquide va se retrouver en intracellulaire. La quantité qui va rester, c'est le 8%, et qui va constituer le pouvoir d'extension volémique. D'accord? Le pouvoir d'extension volémique. Donc vous voyez que le glucosé à 5%, il a un pouvoir d'extension volémique de 8% seulement. D'accord? 8%. C'est très faible, et c'est pour cette raison que le glucosé 5% ne devra jamais être utilisé pour régler une hypovolémie. D'accord? Une hypovolémie, même une déshydratation de type extracellulaire. Donc, il a un pouvoir d'extension très très faible, d'extension volumique très très faible, ce qui veut dire qu'il ne va pas se retrouver après une heure d'injection, on retrouvera uniquement 8% de ce glucosé 5%. Donc, ce qui va faire que son pouvoir d'extension volémique, son pouvoir à régler une hypovolémie va être très très faible. Voyons maintenant les inconvénients lors du remplissage vasculaire. Donc, lors du remplissage vasculaire, et le remplissage vasculaire, il est très intéressant lors d'hypovolémie. D'accord? Donc,
on va s'intéresser surtout au remplissage vasculaire lors d'une hypovolémie. Donc, comme on l'avait dit, le pouvoir de remplissage trop faible. D'accord? Il a un pouvoir de remplissage trop faible. PEV seulement 8%. Donc, ce qui va nous donner 12 fois le volume manquant. Ça veut dire que si on essaye de régler un problème d'hypovolémie et on a estimé le taux à 100 millilitres, donc nous avons besoin de 12 fois les 100 millilitres pour arriver au volume manquant. C'est énorme. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle on avait dit que le glucosé à 5% n'était pas destiné à régler des hypovolémies, ni même des déshydratations de type extracellulaire. En plus de son pouvoir de remplissage trop faible, il a une action fugace. Fugace, ça veut dire rapide. D'accord? Il a une action rapide. Au bout d'une heure, sur les 1000 millilitres, c'est 1 litre, seuls 80 millilitres persistent dans le secteur intravasculaire. Une heure après. Une heure après, nous avons 80 millilitres qui persistent dans le secteur intravasculaire. 80%, 80 millilitres ne sont pas susceptibles de régler des problèmes d'hypovolémie. En conclusion, on va dire que le glucose à 5% ne peut donc être utilisé que pour combler une partie des besoins quotidiens, et on va voir les notions de besoins quotidiens qu'on devrait rajouter lorsqu'on va régler des déshydratations. Donc c'est des besoins quotidiens, donc c'est des besoins d'entretien, ou pour corriger une déshydratation intracellulaire. Voilà. Donc le 5%, il est utilisé uniquement pour combler les besoins quotidiens ou pour régler des déshydratations intracellulaires. Pourquoi les déshydratations intracellulaires? Parce qu'il a un pouvoir de pénétration intracellulaire très important. Vous vous souvenez? Donc si on revient vers le tableau, on va voir que la plupart des 100% qui ont été injectés vont être retrouvés au niveau intracellulaire. Donc, il est très très intéressant comme soluté pour lutter contre les déshydratations intracellulaires. Voilà. Donc, on va essayer de voir maintenant quels sont les risques liés à l'usage du glucosé à 5%. Donc, quels sont les risques? Quels sont les risques? Premier risque, c'est le risque de l'hypocalémie. L'hypocalémie, c'est ce qu'on appelle l'hypocalémie de dilution. D'accord? L'hypocalémie de dilution. Et on avait parlé de ça lorsqu'on a abordé les problèmes de NaCl qui étaient dépourvus de potassium. Là, le risque, il est plus grand. Pourquoi? Parce que une fois que le glucose soit consommé par la cellule, le liquide qui va rester va diluer encore plus le potassium, et donc nous allons avoir des problèmes d'hypocalémie, ce qu'on appelle les hypocalémies de dilution. Et c'est pour cette raison que lorsque on veut utiliser du glucose à 5% comme liquide pour combler les besoins quotidiens, ou dans le traitement de la déshydratation intracellulaire, il faut toujours penser à rajouter du KCl. Du KCl, donc c'est un apport en potassium pour éviter justement ce problème d'hypocalémie de dilution. Ça, c'est le premier risque, donc risque d'hypocalémie. Deuxième risque, c'est les risques de surcharge hydrique. Les risques de surcharge hydrique cellulaire. Et là, vous pouvez le constater lorsqu'on a abordé le comportement du glucosé à l'intérieur de l'organisme. On avait dit que la plus grande partie était destinée au secteur intracellulaire. Et donc, la fuite du glucose vers le secteur intracellulaire peut, dans le cadre d'une perfusion massive, donc grande quantité, massive, ça veut dire grande quantité, entraîner une souffrance cellulaire. Et on aura
un problème d'hyperhydratation cellulaire. Cellulaire avec souffrance cellulaire. Hyperhydratation cellulaire avec souffrance cellulaire. Donc il faut faire très attention lorsqu'on est obligé de donner du glucosé à 5%. Il faut que la perfusion soit dans les normes. Hein. Ne mettez jamais trop de glucosé 5% parce que vous risquez un problème d'hyperhydratation cellulaire avec des souffrances cellulaires. D'accord? Donc premier risque, c'était l'hypocalémie. Le deuxième risque, c'était les surcharges hydriques cellulaires avec les souffrances cellulaires. Troisième risque, qui est le plus important, c'est le risque d'acidose. Le risque d'acidose. D'accord? Pourquoi? Parce que le glucosé à 5%, il était à un pH de 4. Et donc, lorsqu'on injecte beaucoup de glucosé à 5%, surtout si on a un état d'acidose préexistant, l'acidose lactique, donc l'acidose métabolique, on peut aggraver des problèmes d'acidose préexistence, les cas du choc hypovolémique. Parce que vous savez que le choc hypovolémique est caractérisé par un problème d'anoxie. Et donc, les cellules, l'oxygène n'arrive pas au niveau cellulaire comme prévu. Donc, la cellule va voir son métabolisme se réorienter vers l'anaérobisme avec production d'acide lactique. Acide lactique. D'accord? Acide lactique. Donc, si vous avez un problème d'hypovolémie et vous utilisez du glucose à 5%, non seulement vous ne réglez pas le problème d'hypovolémie, mais vous pouvez accentuer le problème d'acidose lactique métabolique qui est déjà préexistant suite à cette hypovolémie, anoxie, diminution de l'oxygénation cellulaire, réorientation du métabolisme cellulaire vers l'anaérobisme avec production d'acide lactique. Donc il faut faire très attention. Donc risque hypocalémique, risque de surcharge hydrique cellulaire et le troisième c'est le risque d'acidose métabolique qui peut aggraver une acidose déjà préexistante. Son utilisation maintenant, donc on l'avait dit et on peut le... Donc première intention c'est le comblement des besoins quotidiens en corrigeant bien sûr l'hypocalémie de dilution. On va essayer de voir par la suite comment on calcule ces besoins quotidiens et comment on rajoute le potassium dans les liquides de remplissage pour éviter ce problème d'hypocalémie de dilution. Deuxième utilisation, c'est la correction de la déshydratation intracellulaire. Nous avons terminé donc avec le glucosé à 5%. Passons maintenant au soluté glucosé hypertonique. Donc le 5%, il était hypotonique. Maintenant, quels sont les solutés glucosés hypertoniques qui sont utilisés en médecine vétérinaire? Généralement, c'est le glucosé à 5%, à 10% et le 30%. Le G10 et le G30 qui sont les plus utilisés en médecine vétérinaire. Ils sont hypertoniques. Ce sont des solutés hypertoniques. Ce sont un mélange d'eau et de glucose. Donc c'est la même chose que le glucose à 5%. Ils ne contiennent ni sodium, ni potassium, ni magnésium, ni calcium, ni autre chose. C'est uniquement un mélange d'eau et de glucose. Ils sont classés dans les solutés glucosés. Les caractéristiques donc, du glucose à 10%, c'est un exemple que j'ai pris. Donc le glucosé à 10%, ce sont des solutés qui vont agir au niveau extracellulaire, vu leur hypertonicité. Tout ce qui est hypertonique va agir au niveau extracellulaire. Tout ce qui est hypotonique va agir au niveau intracellulaire. Donc, extracellulaire, le compartiment extracellulaire, l'osmolarité, elles sont à 555, vous voyez que c'est hypertonique par rapport au plasma. Le pH toujours à 4 et le dextrose à 100 grammes par litre. Donc, le 10%, 100 grammes par litre, le 30%, c'est 300 grammes par litre. Donc, le 30%, il est plus dosé en glucose que le 10%. D'accord? Le glucosé à 10%. Par contre,
comme on avait dit, que c'était de l'eau et du glucose. Donc, il ne contient ni sodium, ni chlore, ni potassium, ni magnésium, ni calcium. Hein? Donc, c'est uniquement de l'eau et du glucose. Maintenant, on va essayer de voir quel est l'usage, quels sont les usages de ces glucosés hypertoniques. Donc, les solutés hypertoniques sont peu employés. Donc, il faut savoir que en pratique, ils sont peu employés. On peut les utiliser pour leur effet diurétique, hein, lorsqu'on veut généralement faire ce qu'on appelle une diurèse forcée, une diurèse osmotique, hein, lors d'intoxication, lorsqu'on veut faire éliminer des substances à élimination rénale très rapidement, on peut utiliser les solutés hypertoniques, glucosés hypertoniques. Donc leur effet premier, c'est l'effet diurétique. Deuxième effet, c'est l'effet tonicardique. Hein? Donc c'est des solutés qui entraînent une augmentation dans la tonicité cardiaque. C'est très intéressant lorsqu'on veut, par exemple, redonner une certaine tonicité du cœur lors de bradycardie, essentiellement, donc leur effet tonicardiaque. Ils sont utilisés surtout, ça c'est l'utilisation la plus importante, hein, l'utilisation la plus importante, c'est lutter contre l'hypoglycémie induite par l'injection d'insuline dans le traitement de l'hypercalémie. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu ce dernier point. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a une hypercalémie? Alors, l'hypercalémie, c'est quoi? C'est l'augmentation du taux de potassium au niveau sanguin. Hein? Et vous savez que si le potassium est en grande quantité, il va entraîner essentiellement des troubles cardiaques. Troubles cardiaques. D'accord? Des troubles cardiaques. Troubles cardiaques, d'ailleurs, lorsqu'on a une hypercalémie sanguine, il faut placer directement l'animal sous ECG. ECG, c'est l'électrocardiogramme pour voir l'inversion de l'ondité, toutes les manifestations électrophysiologiques du cœur qui sont la conséquence de cette hypercalémie. Donc vous voyez que l'hypercalémie, c'est une pathologie très très grave. Donc trouble cardiaque, c'est l'arrêt par fibrillation atriale généralement, et c'est la mort de l'animal. Donc il faut lutter contre cette hypercalémie. Parmi les mesures utilisées pour lutter contre cette hypercalémie, c'est l'injection d'insuline. Hein? L'injection d'insuline. Et vous savez que l'insuline a un rôle très important dans la pénétration du glucose à l'intérieur des cellules. Alors, avec la pénétration de ce glucose, il y a systématiquement une pénétration de potassium au niveau de parce que le glucose, il va être transporté par transport actif, et le transport actif, il a besoin de faire ressortir du sodium et de faire rentrer du potassium dans la cellule. Donc vous voyez bien qu'en utilisant de l'insuline, on règle le problème de potassium qui va rentrer dans la cellule, où c'est le milieu physiologique de ce potassium. D'accord? Mais le problème qui va se poser, c'est que l'utilisation de l'insuline risque de faire tomber l'animal dans une hypoglycémie. Donc l'insuline va utiliser le glucose, elle va le faire pénétrer à l'intérieur de la cellule, et à un certain moment, nous allons avoir du glucose qui va chuter au niveau de la circulation générale. Et c'est pour cette raison que pour garder une glycémie constante, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise du glucosé hypertonique à 10%.
à 10%. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que le glucosé hypertonique à 10%, il était généralement utilisé pour lutter contre l'hypoglycémie induite par l'insuline qu'on utilise pour faire diminuer le taux de potassium au niveau sanguin lors d'hypercalémie. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était les usages des solutés hypertoniques glucosées. Hein? Les précautions maintenant, les précautions d'emploi des glucosés hypertoniques, qu'ils soient le 10% ou bien le 30%. Donc, les précautions d'emploi. Alors, il faut savoir que les solutés hypertoniques glucosées doivent être administrés en IV uniquement. Donc ne vous amusez jamais à injecter du glucosé à 10% ou bien à 30% en sous-cutané ou en intra-péritonéal ou en intra-osseux. Jamais. La seule voie d'utilisation du glucosé à 10%, à 30%, c'est la voie IV, intraveineuse, uniquement, parce que ça provoque des nécroses irréparables. Donc la voie d'administration, elle doit être IV uniquement. La deuxième précaution d'emploi, l'injection doit être très lente. Pourquoi? Parce que c'est des solutions hypertoniques, et les solutions hypertoniques, généralement, lorsque l'injection est trop rapide, on risque des problèmes de choc et de syncope. Donc il faut faire très attention lorsque vous utilisez du glucosé à 10% ou à 30% ou les solutés hypertoniques en général. Donc l'injection doit être très lente. Et c'est pour cette raison que par la suite, on va essayer de voir la vitesse de perfusion. On calcule généralement la vitesse de perfusion en gouttes par minute. Donc vous voyez que c'est très sérieux. Hein? Donc, si vous avez à utiliser de l'hypertonique, n'ouvrez jamais le robinet à flot ou bien le perfuseur à flot. Il faut faire très attention. L'injection doit être très très lente. Ok? Voilà. Donc, nous avons terminé avec les solutés cristalloïdes, ce qu'on appelle les cristalloïdes. Hein? Donc, on a vu les cristalloïdes, donc le lactate de Ringer, le NaCl, le glucosé, le NaCl à 7,5%, le glucosé à 10 à 30%. Passons maintenant à un autre type de soluté, c'est ce qu'on appelle les solutés macromoléculaires, ou bien, ils se nomment aussi les solutés colloïdes. D'accord? Donc, deux parties, cristalloïdes et colloïdes. Les colloïdes sont appelés aussi les solutés macromoléculaires. Pourquoi ils sont appelés les solutés macromoléculaires? Parce qu'ils sont constitués de substances macromoléculaires qui, après hydrolyse, ils vont s'hydrolyser et ils vont libérer des protéines de poids moléculaire bas. Ces protéines sont responsables d'une action oncotique au niveau du secteur intravasculaire. Action oncotique. Et là, je vous invite, pour les gens qui n'ont pas encore visualisé les premières vidéos concernant les rappels physiologiques, d'où l'importance des rappels physiologiques, l'action oncotique, la pression oncotique. Quel est le rôle de cette pression oncotique? Justement, la pression oncotique a un rôle très important dans la rétention d'eau. Hein? Donc, vous voyez que les solutés macromoléculaires, en subissant l'hydrolyse, vont libérer des protéines de poids moléculaire qui vont agir par leur action oncotique. Et leur action oncotique, on va voir par la suite qu'elle va se manifester au niveau du milieu intravasculaire.
Et donc, le milieu intravasculaire va retenir son eau et on aura même un appel d'eau via d'autres structures. Et donc, qu'est-ce qu'on va? La volémie va augmenter. Et donc, on va voir que parmi les solutés macromoléculaires, nous avons des solutés qui sont très très indiqués pour régler un problème d'hypovolémie. Hein? Suite à quoi? Suite à cette action oncotique, hein, libérée par les protéines de poids moléculaire très bas. Et donc la rétention d'eau va automatiquement faire augmenter la volémie. La volémie. Donc, c'est des substances c'est des solutés qui vont être très très intéressants dans la thérapie des hypovolémies. La thérapie des hypovolémies. On va prendre un exemple. Donc, les caractéristiques du soluté d'HEA. Et vous vous souvenez, lorsqu'on a abordé les problèmes où les solutés de NaCl à 7,5%, on avait dit que le NaCl à 7,5 qui est hypertonique pouvait être utilisé seul dans la thérapie des hypovolémies, mais il y avait une autre substance et on l'avait appelée hydroxy pour le H, éthyle pour le E, amidon. D'accord? Hydroxyéthylamidon. Donc ça c'est c'est la DCI. Hein? C'est la DCI, on va le retrouver sous différents noms commerciaux. Donc hydroxyéthylamidon. Et ce HEA fait partie des macromolécules ou des solutés colloïdes qui vont libérer des substances protéiques à bas poids moléculaire et exercer un pouvoir oncotique. Donc, c'est un exemple de soluté macromoléculaire ou bien soluté colloïde. Donc, le soluté HEA, il est destiné, donc vous pouvez le deviner, il est destiné à l'extracellulaire, hein, puisqu'il exerce un pouvoir oncotique, et le pouvoir oncotique se manifeste au niveau du compartiment extracellulaire, d'accord? C'est un soluté à 3,8 millimoles par litre, donc c'est un isotonique, d'accord? C'est un isotonique. Son pH, il varie de 3,5 à 7, hein? Donc pas de problème d'acidose lors de l'injection TRO, il n'y a pas de problème. La teneur en dextrose, elle est 0, donc ne contient pas de soluté glucosé, à caractère glucidique. Par contre, il contient du sodium à 1283 millimoles par litre, il contient du chlore à 1283 millimoles par litre, il ne contient pas de potassium, ni de magnésium, ni de calcium, ni de potassium, ni de magnésium, ni de calcium. D'accord? Alors, le nom commercial très répandu, c'est le estéril. C'est une spécialité humaine. Hein? Donc le R, c'est pour les spécialités humaines. Donc estéril à 6%. C'est du HEA. Donc si vous trouvez estéril à 6%, c'est du HEA. Hydroxyéthylamidon. D'accord? Donc 6%, ça veut dire 60 grammes, d'accord, d'hydroxyéthylamidon. Donc dosage, c'est 60 grammes par litre d'hydroxyéthylamidon. Et là, j'attire votre attention sur la pression oncotique générée qui est de 240 000 Dalton. C'est énorme. C'est une grande pression. 240 000 Dalton, hein, c'est une grande pression. Et c'est cette pression oncotique qui est responsable de la rétention d'eau au niveau du compartiment intravasculaire. Maintenant, essayons de voir le comportement de ce HEA
A dans le milieu, dans l'organisme. Donc après injection, 100% de HEA sont distribués au niveau du milieu intravasculaire. Puisque c'est un composé protéique, et vous vous souvenez que le milieu intravasculaire, c'était le milieu le plus riche en protéines, donc le HEA va rester en totalité 100% dans le milieu intravasculaire. Donc il n'y a ni passage vers le milieu interstitiel, ni passage vers le milieu intracellulaire. C'est vraiment un soluté destiné pour le milieu intravasculaire. C'est le soluté de choix pour régler les problèmes d'hypovolémie. C'est le soluté de choix pour régler les problèmes d'hypovolémie. Une autre information, c'est qu'une heure après injection, vous voyez que les 100% restent, et on va voir que pour le estril, 6%, ce 100% va rester pendant 6 heures. Donc, son PEV, il est de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la quantité à injecter d'HEA, c'est identique à celle calculée lors d'une déshydratation ou d'une hypovolémie. Ça, c'est très important. D'accord? C'est-à-dire qu'il va subvenir aux besoins de l'animal en hypovolémie à 100%. Donc, c'est en calculant la quantité à injecter, on injecte cette quantité et pas moins, pas plus. Donc, son PEV, il est de 100%. C'est un pouvoir d'extension volémique très important. C'est du 100%. Et on va voir que, si vous vous souvenez que pour le 7%, le 7,5%, le NaCl 7,5%, ses caractéristiques, c'est que le PEV, il était de 500%. Donc, 5 fois moins. Mais le problème du 7%, il était rapide. Par contre, le HEA, non seulement le PEV il est de 100%, mais il a une action lente, 6 heures. C'est très intéressant pour maintenir une volémie assez consistante pendant une durée plus importante. D'accord? Voilà, donc les indications, les inconvénients et les contre-indications. Pour les indications, c'est carrément l'indication la plus importante, c'est le choc hypovolémique. Choc hypovolémique qui est caractérisé par une hypovolémie, une hypotension. Ce liquide, il est capable, par sa pression oncotique, de garder un volume de remplissage très important au niveau circulatoire, ce qui le rend très intéressant pour la thérapie des chocs hypovolémiques. D'accord? Pourquoi il est intéressant pour les chocs hypovolémiques? On avait dit que le volume injecté, il est égal, donc c'est la même quantité. Son PEV, il est de 100%. Donc, quantité solutée égale à la perte volémique, c'est très intéressant. Et le remplissage vasculaire, il est rapide. D'accord? Le remplissage vasculaire, il est rapide. Non seulement le remplissage vasculaire est rapide, nous avons une action longue, 6 heures, pour le estril, pendant 6 heures. D'accord? Donc, effet rapide, effet lent, efficace longtemps. Ça, c'est deux paramètres très intéressants pour les animaux qui souffrent d'un problème d'hypovolémie. Surtout à un stade très avancé. Donc, on avait dit que l'estril agit pendant 6 heures. Donc, c'est une efficacité rapide et longtemps. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle on a conclu que le soluté
d'hydroxyéthylamidon, le HEA, possédait donc un pouvoir de remplissage égal au volume perdu, très intéressant, et une action longue. Une action longue. Une action longue. Très intéressant pour maintenir une volémie dans le temps. Maintenir une volémie dans le temps. Néanmoins, tout produit comporte des risques. Donc, quels sont les risques liés à l'usage de soluté d'hydroxyéthylamidon? Donc, premier risque, c'est le risque anaphylactique. Et là, je vous rassure que c'est un risque qui a été rapporté chez l'être humain uniquement, pratiquement pas observé chez les animaux. Donc, ne vous inquiétez pas sur le choc anaphylactique. Ce n'est pas comme des liquides macromoléculaires autres, qui m'a l'albumine, qui m'a les globulines, qui sont plus à risque anaphylactique, surtout l'albumine, parce que c'est de l'albumine humaine. D'accord? Donc, l'hydroxyéthylamidon, les réactions anaphylactiques sont très très rares et pratiquement pas observées chez les animaux. Il y a aussi le risque de perturbation de l'hémostase. Risque de perturbation de l'hémostase. Donc, les solutés macromoléculaires peuvent perturber l'hémostase de façon non spécifique. Ça veut dire que ce n'est pas un facteur de coagulation ou les plaquettes. Ça dépend. Des fois, nous avons une thrombocytopénie. Des fois, c'est des facteurs de coagulation qui sont donc touchés. Mais avec le HEA, ce risque, il est pratiquement inexistant. D'accord? Parce que le HEA, il est de poids moléculaire, bas poids moléculaire. Et les solutés à bas poids moléculaire ne semblent pas entraîner ce type de perturbation. Donc, c'est des perturbations qui sont plus rencontrées avec les solutés macromoléculaires à haut poids moléculaire, qui m'a l'albumine. D'accord? Qui m'a l'albumine. Donc, en résumé, le choc anaphylactique n'est pas observé chez les animaux. Les risques de perturbation de l'hémostase, ils sont très très minimes avec le HEA. Avec le HEA. Alors, l'utilisation de ce HEA, donc comme on avait dit que c'était lors du choc hypovolémique, il pouvait être utilisé seul. D'accord? Il pouvait être utilisé seul, donc wahdo, tout seul. Ou bien après une injection de NaCl, d'accord, à la dose de 25 à 30 ml par kilogramme pour le chat et le chien en 5 minutes. Ça, c'est très important. Donc, en 5 minutes. Donc, un bolus en 5 minutes et on arrête. Et on repasse au NaCl à 0,9% ou la glucosée, ou là, on va le voir lorsqu'on va aborder les modalités pratiques de chaque type de déshydratation. Donc, l'utilisation du HEA, il pouvait être utilisé seul à la dose de 25 à 30 ml, ou bien après une injection de NaCl à 7,5%. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On injecte du NaCl à 7,5 pendant 5 minutes, puis relais par 25 à 30 ml par kilogramme en 5 minutes. Donc la totalité, c'est 10 minutes. Et par la suite, nous avons ce qu'on appelle les doses d'entretien qui vont s'étaler sur les 6 heures, les 8 heures. Ça dépendra du taux de déshydratation et le volume à injecter. D'accord? Particularité chez les grandes espèces, son coût très très important et les volumes à perfuser vont nous limiter un petit peu pour les grandes espèces, les bovins, on va l'utiliser uniquement pour le veau nouveau-né, parce que le veau nouveau-né possède
un poids plus ou moins bas, d'accord? Et là, vous voyez que 25 à 30 millilitres par kilogramme. Donc vous imaginez un petit peu une vache de 600 kilos, combien de millilitres on doit lui injecter. Son coût. Son coût ne permet pas, et les volumes à perfuser sont très très importants chez les grandes espèces. Donc le HEA, il n'est pratiquement pas utilisé chez les grandes espèces, bovins et caprins. Donc il est limité pour l'utilisation chez le veau nouveau-né en cas d'hypovolémie. Hein. Je précise bien, c'est le choc hypovolémique. Le choc hypovolémique, oui, il est très très intéressant d'utiliser du HEA, soit seul, soit en association avec le NaCl à 7,5%. Passons maintenant au mannitol à 10%. On va essayer de le voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va s'arrêter ici.